Merci Richard Gere. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici. Vous savez que vous nous avez manqué ici en France. Ça fait un certain moment, mais je me demande c'était quand la dernière fois, et je ne sais pas. Je crois que c'était en 79 avec cette musique quand vous êtes venu pour la première fois pour le film Les Moissons du Ciel. La première fois, Les Moissons du Ciel. C'était mon premier film. Et j'avais 26 ans, j'étais un petit acteur, je travaillais au théâtre à New York. Alors c'est sorti plus tard parce que Terry Malick a monté, il a mis 2 ans pour monter le film. Donc le temps que ça sorte, j'avais déjà fait 4 autres films et j'étais tout à fait ailleurs dans ma carrière. C'est ça c'est ce premier visuel. Je vous laisse vous installer ici. Bonjour tout le monde. Si on ouvre la boîte à photographie, je crois que vous avez une passion pour la photographie. Donc si je vous montre celle-ci, c'était en 79 cette photo. Qu'est-ce qu'il avait en tête, ce jeune comédien? Qu'est-ce qu'il avait comme ambition? Alors, il faut comprendre. Regardez ce nœud papillon là, énorme. C'était complètement à la mode de l'époque. Qui sait? Qui se rappelle de cette époque-là? Je venais de faire American Gigolo avec Paul Schrader. Et je ne savais même pas comment faire un nœud papillon, comment faire une cravate. Je n'avais pas de vêtements, je n'avais pas de costume. Donc c'était un film qui parlait de la mode, de la présentation et de comment les personnages se cachent d'eux-mêmes et comment ils se cachent du monde. Donc je me souviens de venir au festival avec Moisson du Ciel et je savais comment porter le smoking à cause de ce film. Donc moi je passais un très beau moment, un jeune acteur, un jeune comédien. Mon film était au festival. Ce que les gens ignorent peut-être, c'est que vous êtes un vrai fan de photographie. Je viens vous montrer une première photo. Vous avez une collection incroyable de photos de Gustave Le Gray au Français Henri Cartier-Bresson, aussi à Richard Avedon. C'est votre maman qui vous avait offert un premier Kodak, je crois. C'est la base du storytelling, elle est là? Oui, ça s'appelait un brownie. Et l'ouverture était carrée, ça donnait un format carré. Et voir l'univers à travers un carré, c'est intéressant. Un format qu'on retrouve dans le film de Paul Schrader. On va revenir. Vous avez une collection incroyable, Richard Gere, de photos. Je vais vous en montrer une deuxième. Celle-là, c'est pas la vraie. Mais je crois que c'est l'une de vos préférées de Bob Dylan. Et c'est Avedon lui-même qui me l'a donné, cette photo. Mais c'était intéressant parce que c'était 6 mois après le moment où il a décidé de faire la musique électrique, en fait. Donc il a pris cette photo de Bob alors qu'il était chanteur folk. Il était comme un petit garçon. 6 mois plus tard, Avedon a fait ça. Il était comme un rockstar anglais, quoi. Rockstar. Et vous aussi, au fur et à mesure, vous êtes devenu un acteur fort, puissant. On va revenir sur tout ça. Quand vous tournez avec Francis Ford Coppola, qui est ici, que l'on célèbre à travers ce film qui est un peu un pari fou, est-ce que Coppola est un être à part du cinéma, de l'histoire du cinéma? Le film qu'on a vu hier soir, là, c'était totalement unique. C'était inédit. Et je l'ai vu après, tout le monde était généreux, tout le monde était très ému avec Francis. Mais pas seulement pour ce film, mais toute sa carrière d'excellence. Et lui, en tant que personne, j'ai beaucoup d'amour pour lui. Et je l'ai vu après le film, et j'ai dit, c'est un film fou. Et toi, tu es fou. Et il est rigolé, elle a dit oui. Et c'est le dernier film de ce genre. Personne ne fera un film comme ça après. Personne ne fera ce pari-là. Vous adorez la musique, en tout cas elle fait partie de votre histoire, vous jouez de la trompette, la basse, la guitare, le piano, on va y revenir, mais je voudrais juste qu'on revienne sur une séquence touchante, parce que en 1973, je l'ignorais, vous étiez à Londres, sur scène, avec un spectacle musical. Est-ce que c'est vraiment vous, sur ces images de Grease? Danny Zuko, c'est vous. Vous avez aimé commencer dans la comédie musicale? C'était quelque chose que vous aimiez faire? Vous savez,
quand je suis arrivé à New York, donc j'étais musicien et en même temps je jouais sur scène, donc je travaillais en studio avec la guitare, le piano. J'avais des cheveux très longs à l'époque et c'était l'époque. Hein. Et donc quand je suis arrivé à New York, il y avait les rock opéras. Et j'ai eu de la chance, en fait, parce que je pouvais faire plein de choses, comme ce personnage fou là. Donc je pouvais faire ça, et je travaillais tout de suite. Donc j'ai eu énormément de chance. Des années plus tard, finalement, la comédie musicale fera véritablement partie de votre destin, puisque, avec une émotion particulière, en 2003, vous recevez un Golden Globe pour un film qui était devenu culte, Chicago. Regardez l'émotion ce soir-là. Richard Gere, Chicago! I'm literally totally shocked. I don't win anything. I never win. Elles font du bien, les récompenses pour un comédien. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On ne fait pas le travail pour ça, mais c'est pas grave. Si on travaille dans un bureau, si on travaille, si on creuse des fossés, hein. Donc s'il y a quelqu'un qui dit, voilà, tu as été merveilleux, bien sûr, on se sent bien. Cotton Club, Grease, ce film qu'on vient de voir, et puis une autre musique qui va être un succès mondial comme un film. Écoutez cette musique. C'est Blondie. Ça, c'est la musique d'American Gigolo. Pour toute une génération, pour moi, c'est un film culte, Richard Gere. Ce film incroyable. C'est un film qui vous a fait, vous, basculer dans une autre dimension. Alors, et j'étais là quand Blondie, ils ont enregistré cette musique avec Shredder. Et pour moi... Alors, Paul, il faisait un film italien. Et il voulait que ça ressemble à un film de Bertolucci. Et donc, mais qui venait des États-Unis. Et c'était un personnage, je ne connaissais pas le personnage en fait. C'était vraiment des vraies recherches pour moi de voir qui il était, ce personnage. Mais il s'agissait du style en fait. Paul Schrader, il avait ce sentiment et que c'était un nouveau dandisme en fait. Où les hommes, surtout, s'occupaient de la mode, en fait. Et je me souviens, il y a une scène remarquable dans ce film où je choisis des vêtements. Dans la chambre, sur le lit, c'est une scène incroyable. Yes. Et chantant la chanson de Smokey Robinson. Donc pour Armani, donc il parle de ça tout le temps. Donc à chaque fois, c'est fou. 45 ans après toutes ces années, vous le retrouvez, Paul Schrader. Quand il vous propose ce film au Canada, comment vous réagissez? Vous avez toujours du mal à choisir vos films ou plutôt vous dites oui, c'est sûr, je le ferai avec toi? Et c'est toujours la torture pour moi. Tout est de la J'avais cru comprendre ça. Mais là, j'avais vu Paul il n'y a pas longtemps. Il m'a appelé, il m'a dit bon, je fais ce film et je veux commencer. Est-ce que tu es disponible? J'ai dit oui. Envoie-moi le scénario. Et je l'ai lu et c'est très beau. Le scénario, il est très beau. Et très rapidement, j'ai dit oui. C'est l'histoire de Leonard Five que vous incarnez, un documentariste célèbre qui se raconte face à la caméra, qui est en train de partir, qui se dévoile dans le regard de sa femme Uma Thurman. Vous avez 1000 fois eu raison de dire oui à ce film. C'est un film merveilleux, c'est un grand film de cinéma qui sera ici et qui est en compétition ici à Cannes. On a assez peu d'images de vous dans ce film parce que Paul Schrader n'a pas voulu finalement révéler beaucoup de choses de l'intrigue et beaucoup de choses de vous dans ce film. Si vous aviez quelque chose à dire de ce film, ça serait quoi en quelques mots? Il s'agit de ce mélange merveilleux de qu'est-ce que la caméra, qu'est-ce qu'un film, que sont nos souvenirs, que veut dire une vie. Est-ce qu'on est authentique? Est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes? Dans nos rêves, est-ce qu'on est nous-mêmes? Il y a un thème qui court. C'est pas que intellectuel, c'est émotionnel aussi. Et ce personnage ne peut pas raconter la vérité, sauf s'il parle directement à la caméra.
Et nous tous qui travaillons dans le métier de faire des films, des gens du cinéma, nous avons du mal avec ça tout le temps. On fait des films, c'est peut-être que là où on existe réellement, c'est quand on est devant la caméra. C'est l'autopsie d'une vie. Il vous le filme de très près, face caméra, et vous nous emmenez dans un chemin qui est fait de travers et qui nous renvoie beaucoup de choses sur la vérité. Et la vérité, elle fait partie d'un des socles de votre vie. Vous trouvez ce que c'est, oui. On vit dans une hallucination, nous tous, en fait, dans une réalité projetée, non seulement projetée vers l'extérieur de ce que nous vivons, mais de nous-mêmes. C'est un concept. Votre femme, qui est interprétée par Uma Thurman dans le film, a cette phrase, effectivement, de cette quête de vérité que l'on voit ici apparaître. Je sais ce que j'ai besoin de savoir de sa vie. Est-ce que, selon vous, nos proches doivent tout savoir de nous? C'est une vraie question. C'est vrai que nous avons ce savoir animal des choses. Et c'est probablement plus vrai que de connaître les faits. Et on joue avec cette idée dans ce film aussi. Le cinéma sublime parfois l'amour et certains films deviennent iconiques. Vous avez une scène absolue. C'est ce qu'on appelle notre chronique Instant Archive. On va revenir sur un film de 1951. Ça s'appelle Une place au soleil. Regardez cette séquence tout de suite. I can only tell you how much I love you. I can only tell you all. Tell Mama. Tell Mama. Pourquoi vous aimez à ce point cette scène? Je pense que c'est l'une des séquences les plus célèbres dans tout le cinéma. George Stevens a tourné ça avec des plans très rapprochés des deux acteurs. Et c'est incroyable. Oui, kiff. Et c'est épique et intime en même temps. Mais ces deux personnes qui se relient, qui font cette connexion, c'est ça le cinéma. Le cinéma, un couple mythique pour vous. Il y en a un autre de couple mythique qui a fait l'histoire du cinéma, en tout cas pour le grand public. C'est Pretty Woman, bien sûr. Vous et Julia Roberts. En vous lisant, vous avez un rapport difficile, compliqué avec ce film. Est-ce que je me trompe? Non, non, pas vraiment. Vous l'aimez toujours, alors, ce film? J'avais entendu une légende comme quoi ce film... J'ai toujours aimé ce film, mais... Je veux vous rassurer quand j'entends ça. Tous les films ont un arc narratif. Donc j'ai reçu le scénario il y a très longtemps, hein. Mais si je me rappelle bien, le scénario m'est venu et j'ai dit, oh, c'est marrant. Voilà, sa vie, elle est partie là. Regardez, c'est ce qu'on appelle le direct, je vais chercher mes fiches, mais on continue à parler, Richard Gere, hein, je vous jure. C'est ça les incidents de... Donc j'ai reçu le scénario et j'ai dit c'est charmant, mais il n'y a pas de personnage en fait. Je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? C'est juste un costume, quoi. Donc j'ai dit non. Et ils n'arrêtaient pas de revenir vers moi. Jeffrey Katzenberg, qui était responsable du studio, elle a dit « Bon, allez, il faut rencontrer Gary Marshall ». Donc j'ai rencontré Gary, merveilleux. Voilà, malheureusement, il est décédé, mais c'était vraiment un élément clé dans le cinéma américain. Et il faisait ce genre de film. Donc j'aime beaucoup Gary. Et cette musique qui résonne, déjà, ça a fait le tour du monde, cette musique. Pour l'anecdote, c'est vous qui jouez du piano dans ce film. Je disais que la musique, elle vous a suivi tout au long de votre vie. C'est vous qui avez même composé. Non, mais Gary m'est venu. Et il a dit, mais tu ferais quoi dans un hôtel? Et je dis, moi, quand je vais dans un hôtel, et généralement, j'ai le décalage horaire, je vais trouver un piano quelque part. Tout le monde dort ailleurs, donc, et il y a moi et le concierge ou les femmes de ménage. Et donc, on a écrit une scène où, tard la nuit, je joue au piano et il y a quelqu'un qui passe le balai. C'est une scène culte.
C'est ça aussi la magie du cinéma. Alors Richard Gere, vous restez avec nous. Il y a une phrase dans votre film au Canada qui est intéressante, un documentaire. On sait comment on veut qu'il finisse. Une interview, on ne sait jamais vraiment. On le voit, les feuilles s'envolent. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et on va recevoir quelqu'un, maintenant une femme politique française au parcours intense. Elle est aujourd'hui ministre de la Culture et elle est à Cannes dans le contexte d'interrogations sur le cinéma, les plateformes, les mouvements MeToo qui font la une de l'actualité. Je suis très heureux de recevoir ce soir Rachida Dati pour ce festival de Cannes ici. Quoi, je vous accueille. Est-ce que vous doutiez qu'on allait passer cette musique? Bah oui. Ah bah voilà, la musique c'est pour Richard Gere. Bah oui. Bien sûr. Je vous présente Richard Gere. Enfin, je vous présente. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Richard Gere? Ah, vous êtes vu backstage. Ah oui, vous connaissez déjà en fait. Je vous laisse vous installer. Merci d'être avec nous pour votre finalement premier festival de Cannes en tant que ministre de la Culture. Ça représente quoi d'être à Cannes aujourd'hui en tant que ministre de la Culture? Moi, Ça a surpris, vous le savez, même dans votre discours, vous l'avez dit, vous vous attendiez pas à me voir, je suis là. Ça, c'est vous. Les acteurs de la culture, certains, ont été choqués par ma nomination. Oui. Et moi, je pense que j'ai ma place dans la culture, parce que la culture m'a aussi permis d'être là où j'en suis et où je suis. Et je suis très impressionnée par un talent, un acteur comme Richard Gere, parce que le cinéma, vous savez ce que c'est le cinéma? Ça sauve, ça ouvre, ça permet de rêver, ça permet aussi de se projeter. Et je dis, lorsque j'ai rencontré des acteurs culturels, je leur disais, le cinéma, ça sauve la vie. Moi, pour la première fois de ma vie, je suis allée dans une salle de cinéma, j'avais 21 ans, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir accès à la culture. On trouvait que la culture, ça pouvait nous pervertir. Vous vous souvenez de ce film, le film que vous avez vu à 21 ans? Avant 21 ans, vous n'aviez jamais mis les pieds dans une salle de cinéma. Parce qu'on n'avait pas le droit. Et qu'on ne pouvait pas le faire. Et donc le jour... Et c'est pareil avec Paul Schrader. Paul Schrader, c'est la même chose. Lui, il n'a pas vu un film avant l'âge de 20 ans non plus. Vous vous souvenez de ce film que vous avez vu? Ça a été Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, qui était à Cannes d'ailleurs à l'époque, ici, qui est un film qui a été très critiqué et qui a bien fonctionné. C'est une sorte de parabole de votre histoire ou... Un vrai succès populaire. Mais moi, je suis venue au Festival de Cannes, c'est vrai, pour des raisons... professionnelle, culturelle. Mais quand vous m'avez proposé de faire ce plateau, pardon, avec tout le respect que j'ai pour vous, bien sûr. Monsieur Delahousse, allez-y. J'ai dit oui parce que je voulais voir Richard Gere. Mais je comprends tout à fait. Parce que c'est aussi, c'est ce qu'incarne d'ailleurs le cinéma américain. Le cinéma américain, c'est synonyme du rêve américain et c'est cette liberté dont je parlais. Et c'est vrai que le film qui m'a marqué de Richard Gere, ça a été Pretty Woman. Et ce cinéma américain, il n'est pas un danger pour notre exception culturelle? Les deux cohabitent sur les plateformes, au cinéma, ou il y a un danger? Moi, je ne considère pas que le cinéma américain est un danger pour le cinéma français et je ne considère pas que le cinéma français est un danger pour le cinéma américain. Je trouve que le cinéma américain, ça a apporté les westerns, ça a apporté aussi des grandes stars, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Sidney Poitier. Il y a eu des films très militants. Regardez sur la guerre du Vietnam, mais y compris sur les guerres de sécession. Mais la France, c'est là où a été fondé et créé le cinéma. C'est quand même la France. Richard Gere, qu'est-ce que vous pensez du cinéma français? Moi, je suis étonné. À chaque fois que je viens en France, je suis étonné de voir le respect du cinéma. C'est énorme. Beaucoup plus de respect pour le cinéma qu'ailleurs dans le monde. La façon dont on parle du cinéma, la façon qu'on protège le travail du réalisateur. Mais si quelqu'un a fait un film merveilleux, c'est ça qu'ils sont. Et aux États-Unis, c'est différent. Il faut se prouver en permanence, à nouveau. Il faut continuer. Mais il y a un respect pour le cinéma. Est-ce que ça veut dire pour nous? Pas en tant que commodité, pas en tant que produit, mais quelque chose qui nous touche culturellement, psychologiquement, culturellement. Et le respect en France, c'est extraordinaire. Rachida Dati disait que le cinéma pouvait sauver une vie. Un acteur, un comédien, il peut aussi prendre le pouvoir pour faire passer des messages. Vous avez un jour fait le choix de faire passer un message. C'était pas n'importe où. En général, lors des cérémonies des Oscars, il y a un prompteur et on suit le texte. Ce jour-là, vous n'avez pas suivi le texte. Vous avez pris position, vous avez ciblé le président chinois, vous avez défendu la cause tibétaine et ça a été l'un des combats de votre vie. On voit ces images qui vont apparaître derrière moi. Really struck by this idea that there were 1 billion people watching this thing. It's astonishing. 1 billion people
watching, and I was curious about what countries this was actually going to, and it is in fact being seen in China right now. And the first thought that came to me was, I wonder if Deng Xiaoping is actually watching this right now. Richard Gere, quand vous prenez la parole ce jour-là, pendant combien de temps vous allez être banni des Oscars? Combien d'années? I think it was about 10 years. 10 ans, je 12 pense. ans. 12 ans. Pendant 12 ans, vous n'étiez plus accepté parce que vous aviez pris la parole ce jour-là? Yeah. Oui. Aux États-Unis d'Amérique. On se trompe pas. C'était bien aux États-Unis, c'était pas dans un autre pays. No, I mean, Non. everyone is very touchy about these things. Tout le monde It's- est très and sensible now là-dessus. it's become even more difficult Et maintenant, because c'est encore so plus much difficile of parce que the movie market le is in marché China. du cinéma, il y a beaucoup, Potentially even more so. potentiellement, un grand marché en Chine. That the lobby that Et is donc, le protecting lobby qui protège China has become la more Chine powerful. est Est-ce devenu que encore cette plus prise de puissant. parole, vous pensez qu'elle a eu un impact à un moment donné sur votre carrière? For me, no. Moi, non. And if it did, I don't care. Et si c'était le cas, je m'en fiche. Excellente réponse. Rachida Dati, autre question, autre engagement au cœur de ce festival de Cannes. MeToo connaît un rebond avec des prises de parole, des témoignages, des tribunes. Est-ce que ce combat, le combat des fans, doit être radical pour qu'il aboutisse? Est-ce que cette radicalité, parfois, qui pointe, elle fait partie de ce combat? Finalement, elle est utile à ce combat. La lutte contre les violences faites aux femmes, c'est un combat que je porte depuis que je suis enfant. Si je suis devenue magistrat, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait des injustices et des inégalités faites aux femmes, et la violence la première. Je crois qu'aujourd'hui, il faut entendre la parole des femmes. Je pense qu'elles ne se sont jamais tues, mais on ne les a pas entendues. On les a négligées, on ne les a pas considérées. Et le milieu du cinéma, c'est là où le pouvoir est le plus exacerbé. Vous avez pouvoir sur l'actrice, pouvoir sur le technicien, pouvoir sur la maquilleuse. Et donc, ce pouvoir a souvent dégénéré en abus de pouvoir, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, il faut entendre la parole des femmes. Il faut pouvoir reconnaître le statut de victime à ces femmes ou ces enfants, parce qu'il y a des jeunes gens, des enfants, des mineurs qui sont concernés. Vous avez parlé de pédocriminalité. Oui, parce que la culture, le cinéma, c'est pas la pédocriminalité. Certains, moi j'avais entendu dans des interviews, certains ont dit « j'ai fait du cinéma pour pouvoir assouvir des pulsions ou des fantasmes ». C'est pas ça la culture, c'est pas ça le cinéma. Le cinéma engagé, ce dont on parlait à l'instant, c'est pas ça le cinéma. Ce qui est interdit est interdit. La pédocriminalité, c'est un crime. Les violences faites aux femmes, et quand elles conduisent au pire, au viol, à leur décès, c'est un crime. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que la justice fasse son travail. Et la justice est souvent un temps long. Et donc, moi, je dis, il faut faire attention aussi à ne pas se déchaîner. Quand vous pensez à ça, ça veut dire au climat parfois de suspicion, à la rumeur, qui remplace au tribunal populaire, aux réseaux sociaux, qui finalement remplace la justice et le droit. Bien sûr, et vous atteignez une réputation, vous atteignez une famille, vous atteignez une personne. Et si la personne se suicide, qui a gagné? Personne. Même pas la cause des femmes. Donc il faut laisser la justice faire son travail. Richard Gere, cette question de MeToo, elle n'est pas une question française, elle est une question internationale. Il était temps que les choses progressent, qu'elles avancent dans l'univers du cinéma et ailleurs, que les femmes soient écoutées, entendues, considérées et qu'elles soient à l'égalité de l'homme dans l'univers du cinéma et que les rapports changent. Ah bien, oui, bien sûr. Comment ça peut être autrement? Bien sûr. Mais je pense qu'il s'agit d'une époque de transition maintenant. On vit une transition. Et il faut trouver une réalité, quelque chose de rationnel. Il faut avancer. Ça prendra du temps de trouver ce juste milieu. Mais même maintenant, quand je prends des photos avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui voit une photo, moi je fais attention, je mets les mains. Avant, je mettais mon bras au-delà. Il faut faire très attention. Rachida Dati, et les hommes dans tout ça? Est-ce que le silence est finalement trop important du côté masculin? Et à la limite, je parle du cinéma, mais je pourrais parler de la politique aussi et des différents univers. Richard Gere vient de le dire, c'est un combat collectif. Je ne pense pas que vous avez besoin d'aide pour dénoncer si une femme est victime de violence ou d'aider une femme victime de violence. C'est un combat universel, ce n'est pas un combat genré. Mais c'est vrai que majoritairement, ce sont des femmes. Non. Majoritairement, ce sont des mineurs. C'est important d'être tous les capteurs ouverts pour éviter que ce genre de situation soit se reproduise, soit
se pérennise ou se perpétue. La production française, elle va bien. 40 films sont en compétition au Festival de Cannes qui sont des productions justement, françaises. Si vous me permettez, Monsieur Delahousse, c'est pour justement en réponse, on parlait de l'exception culturelle française. Oui. Moi, je veux le dire sur ce plateau parce que j'entends, depuis que je suis ministre de la Culture, on dit le modèle du cinéma français est menacé, notamment avec le Centre national du cinéma. C'est essentiel, le CNC. Ah, bien sûr. C'est un modèle unique au monde, unique au monde. C'est-à-dire que les films de M. Richard Gere financent le cinéma français. Les films de M. Richard Gere financent un créateur qui peut échouer. Ça nous permet de prendre des risques pour la création. Et donc, c'est un modèle unique. Et donc, en tout cas, je le dis, je le préserverai et je le protégerai et je me battrai pour que ce modèle unique puisse, en tous les cas, se perpétuer. Le film de Justine Triet, qui a fait le tour du monde, qui a bénéficié du CNC. La production française, la série, effectivement, Tapis, oui, qui a été récompensée au BAFTA. Vous l'avez vu, cette série? Oui, j'ai adoré. Avec Laurent Lafitte? Oui, et moi, j'ai pas cherché... Et Joséphine Japy. Et j'ai pas cherché à retrouver Bernard Tapie. J'ai trouvé la performance... Moi, j'aime beaucoup Laurent Lafitte. La performance d'acteur de Laurent Lafitte, exceptionnelle. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'est une excellente série. Qui a été primé donc au BAFTA cette semaine. Le cinéma français qui se porte bien, et il y a effectivement aussi des réflexions. Là, on voit la remise du prix pour Laurent Lafitte, et soulignons ce succès parce qu'il est important pour le cinéma et pour la production française également. Certains acteurs et comédiens ont fait savoir qu'il était plus possible que les plateformes aujourd'hui reproduisent leurs films avec d'énormes et d'immenses succès alors qu'ils n'avaient finalement signé qu'un contrat pour un succès, cinéma ou autre. Ils demandent que les choses soient proportionnelles et de faire marcher une directive européenne. Vous les soutenez? Bien sûr. D'abord, ça a été la directive date de 2019. Oui. Elle a été transposée dans le droit français depuis 2021. Le dans la loi, enfin dans notre droit. Maintenant, moi, je peux aider à faire avancer ces négociations parce qu'il n'y a pas de raison que ces artistes-interprètes ne puissent pas bénéficier du succès qu'ils connaissent sur d'autres supports. Bien sûr. Alors, 3 questions juste pour notre actualité. Pardon. Vous savez, il y a une réforme de l'audiovisuel public en France et il y a des questions qu'on a envie de poser. Le 23 et le 24 mai, je crois que la réforme de l'audiovisuel, effectivement, public sera à l'ordre du jour. D'abord, le calendrier s'accélère. Que répondez-vous à ceux qui qualifient cette réforme, finalement, d'un basculement vers le futur ou en retour vers le futur avec l'ORTF? Mais est-ce qu'à l'époque de l'ORTF, il y avait 26 chaînes sur la TNT? Est-ce qu'il y avait 26 chaînes? Est-ce qu'il y avait des groupes privés? Donc il faut rassembler tout ça dans quoi? Dans une entreprise unique? Non, mais moi je considère que l'audiovisuel public aujourd'hui est affaibli et est en danger. Est en danger parce que vous avez des groupes privés de plus en plus structurés qui s'organisent. Vous avez les plateformes, vous avez une concurrence exacerbée. Est-ce qu'on ne doit pas rassembler les forces de l'audiovisuel public? Il y a on a des vrais atouts dans l'audiovisuel public. Il y a des vrais talents. Un savoir-faire. Nous devons les rassembler et pérenniser le financement pour garantir non seulement le pluralisme, mais surtout l'indépendance. Les salariés du service public, ils sont inquiets. Il y aura une grève à France Télévisions la semaine prochaine, 2 jours de grève. Ils se demandent juste à quoi va ressembler leur statut. Ils ont raison ou tort d'être inquiets? Mais les inquiétudes, elles sont légitimes. Elles sont légitimes. Quand vous travaillez dans une maison à laquelle vous êtes très attaché, quand vous êtes attaché au service public et qu'on vous dit on va peut-être vous bouger un peu et que vous avez une concurrence extérieure, regardez le numérique, les plateformes et les groupes privés, vous pouvez être en danger. Moi, je leur dis, je veux vous garantir non seulement une pérennité, mais votre force. Les forces rassemblées, c'est un atout dans cette concurrence exacerbée. Donc les inquiétudes, elles sont légitimes. Moi, j'ai rencontré les syndicats, les représentants syndicaux, je rencontre des journalistes, des patrons de rédaction, et les uns et les autres. Les inquiétudes, elles sont encore là sur le financement. Oui. Plus de redevances, plus de pub après 20h. Comment vous allez consolider finalement le financement de ce projet? Il ne vous a pas échappé que sur le financement, avant mon arrivée, c'était budgétisé, c'est-à-dire que c'est le budget de l'État. Demain, ça peut passer à zéro, d'un trait de plume, avec un chef de bureau au ministère de l'économie. Donc, le président de la République a souhaité... C'est un dossier qu'il suit, bien sûr, dossier, bien sûr, parce qu'il est très attaché à l'audiovisuel public. En 2017, quand il a été élu, il a souhaité cette réforme. Et il souhaite cette réforme parce qu'il souhaite un audiovisuel public fort. Rappelez-vous mon discours de passation de pouvoir. Moi, je souhaite que la culture, dont fait partie cet audiovisuel public, soit le plus accessible au plus grand nombre, dans les territoires ruraux les plus reculés ou les personnes les plus défavorisées. Et donc, il faut pouvoir rassembler les forces, avoir un financement pérenne pour pouvoir affronter justement cet univers très perturbé. Richard Gere,
merci d'avoir été avec nous. Il reste 1 minute d'émission. Vous, Oh, I love listening to the Mais j'adore what's the écouter title? ça. It's a commissioner, C'est- secretary of culture. Ministre de la of Culture. Yes. Ministre de la Culture. Vous pouvez le êtes dire en français. extraordinaire. C'est fantastique. C'est Merci. fantastique. J'espère que tout le monde a entendu. Richard Gere me trouve fantastique. Ça, je savais, je m'en doutais. Ça va faire un petit teaser pour vous. Merci en tout cas d'être venus tous les deux et d'être venus sur ce plateau. Oh, on finit sur un questionnaire de 60 secondes à la ministre. On va afficher le petit chrono de 60 secondes. C'est des questions rapides et des réponses rapides. Vous êtes prête, Rachida Dati? Eh bien, on est parti. Vous êtes plutôt Delon ou Belmondo? Delon, Signoret ou Romy Schneider? Signoret. Un opéra de Verdi ou un concert d'Ayam? Les deux. Le Grand Blond ou le Grand Bleu? Grand Bleu. 4 mariages à un enterrement ou Pretty Woman? Richard Gere. Richard Gere. Versailles ou Chambord? Versailles. Orsay ou le Louvre? Orsay, parce qu'il est dans le 7e arrondissement. Rodin ou Giacometti? Rodin. Monet ou Delacroix? Monet. Claude Sautet ou François Truffaut? Claude Sautet. Léla Slimani ou Christine Angot? Moi, j'aime les combats de Christine Angot. Aya Nakamura ou Céline Dion? Oh là là, Céline Dion, c'est... Ouais, voilà, c'est votre truc. c'est mon truc. Sarko ou Macron? Les deux. Les deux, en même temps. Parmi vos rêves évanouis, finalement, un rêve plutôt de médaille d'or au JO ou plutôt de palme d'or? Les deux. Les deux aussi. Alors, juste une dernière question. Comme lieu à Paris, vous préférez plutôt quoi? Allez, un hôtel de ville ou plutôt le Palais Royal? L'Hôtel National des Invalides. L'Hôtel National des Invalides, pas les deux. Et le 7e arrondissement. Merci 1000 fois, Richard Gere. Allez voir ce film au Canada qui sortira en novembre, en France, ici. Vous avez tellement eu raison de dire oui à ce projet. Après toutes ces années, après American Gigolo, et se retrouver dans ce film. C'était un immense plaisir de vous avoir avec nous dans 20h30. Merci à vous. Merci. Rachida Dati. Merci. À très bientôt. Bonne soirée sur France 2. Merci. C'est Elvis et Baz Luhrmann avec Tom Hanks qui était ici à cette place il y a 2 ans, qui était à Cannes sur France 5, 1974, une partie de campagne. Raymond Depardon. Vous aviez été dans ce film Reporter de Raymond Depardon en 1980, également à l'honneur ici à Cannes. Belle soirée. Merci. Et à très vite. À très bientôt. Ciao.